Prenons notre débat sur les mises en fourrière dans la capitale. Sont-elles trop rapides, trop nombreuses ou tout simplement légitimes? Je rappelle que je reçois Laurence Douvin, conseiller UMP de Paris, notamment en charge de la mobilité, et maître Mathieu Lesage, avocat spécialisé dans le droit de l'automobile. Alors juste avant cette pause, Laurence Douvin, on expliquait un petit peu les caractéristiques, ce qui était licite et illicite. Peut-être les grands chiffres, il y a quand même environ 250 000 mises en fourrière par an. Ça vous paraît trop ou ça vous paraît normal pour une capitale comme Paris? Je vais d'abord peut-être vous donner un chiffre encore plus global pour qu'on resitue bien les choses. Bien sûr. Il y a 3 millions de véhicules par jour dans Paris. Bon, et il y a 230 000 places de stationnement. Donc ça vous donne déjà un ratio intéressant. Une voiture sur 5 cherche une place. Il y a 160 000 places en surface et 70 000 en souterrain. Alors les enlèvements, il y en a 250 000 en 2010, il y en a en fait 800 000 de demandés. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'enlèvement de 38%. Ça veut dire à peu près 1000 par jour en semaine. Ce qui est quand même considérable. C'est beaucoup. C'est quand même considérable. Mathieu Lesage, ça vous paraît excessif? Ça paraît absolument considérable, absolument excessif, puisque on a toujours cet officier de police judiciaire qui va donner Il faut savoir comment ça fonctionne. En Oui, fait. justement, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne très précisément. Je parle sous contrôle de Madame Douvin, qui a eu des contacts avec les gens de la préfecture. Donc, en fait, il y a un agent sous les ASP, en fait, les agents de verbalisation, qui font leur ronde, verbalisent des véhicules en infraction au stationnement, soit parce qu'il est dangereux, soit parce qu'il est gênant, soit parce qu'il est abusif. Ensuite, il y a un appel qui est transmis à la salle de commandement de la police nationale sous la préfecture de police de Paris, qui donne l'ordre ou pas de procéder à l'enlèvement. Ensuite, ce sont les sociétés qui sont chargées de l'enlèvement qui sont appelées. Parallèlement est appelé normalement un officier de police judiciaire ou un agent délégué par l'officier de police judiciaire qui doit lui-même faire un état des lieux, un descriptif du véhicule, un état extérieur et intérieur sans ouvrir le véhicule afin qu'il n'y ait pas de contestation sur l'état de la voiture. Au moment de sa reprise en main par son propriétaire bien sûr. Et puis par ailleurs qui doit dans son procès verbal, cet agent de police judiciaire doit noter les conditions, les circonstances et les motifs de la mise en fourrière. Donc ça fait quand même, normalement, il devrait y avoir un laps de temps. Et d'ailleurs, les deux chiffres que vous indiquiez tout à l'heure, Laurence Douvin, c'est-à-dire près de 800 000 demandes et seulement 250 000 mises en fourrière effectives, oui. Voilà, nous laisse quand même penser que beaucoup de propriétaires arrivent à temps pour récupérer leur véhicule quand même, non? Certains, effectivement, arrivent à temps. Mais je pense qu'il faut qu'on rentre encore plus dans le détail pour voir comment marchent les sociétés qui font ces types d'enlèvements. Oui, alors d'autant, pardon, Laurence Douvin de vous couper, d'autant qu'il y a toute une polémique pour dire oui, ce sont des sociétés privées, donc en fait, elles se font beaucoup d'argent sur le dos de l'automobiliste. Est-ce que la délégation même est un principe que vous estimez mauvais? Écoutez, je pense que non, la délégation, je crois que c'est plutôt assez logique que ce soit des sociétés privées qui procèdent aux enlèvements. Bon, alors sur le prix, effectivement, c'est déjà un tarif extrêmement élevé, puisque c'est un total de 171 €, il y a 35% d'euros d'amende, et le reste, ce sont les frais d'enlèvement. Donc c'est vrai que c'est quand même une prestation chère. Il y a 3 sociétés privées, 2 le jour et 1 la nuit, qui se partagent donc ces marchés d'enlèvement. Et il faut savoir que ces sociétés touchent 40 € par voiture enlevée et 30 € par 2 roues motorisées. Sachant également que les 2 roues motorisées sont plus difficiles à enlever. Qu'est-ce que ces sociétés ont tendance à faire? Évidemment, à se concentrer le plus près possible des fourrières. Il y a 6 pré-fourrières dans Paris, de manière à faire du chiffre. Et on sait que les chauffeurs touchent en fonction du nombre de véhicules qu'ils enlèvent. Et que certains disent, en tout cas, ça vient d'eux, qu'ils arrivent à doubler leur salaire ainsi. Donc avec une prime par voiture enlevée, supplémentaire. Ça veut dire qu'il y a une sorte même un problème. de prime au rendement. Mathieu Lesage, l'organisation même de ce système vous paraît un peu biaisée? Tout à fait, puisque celui qui procède à l'enlèvement, c'est-à-dire le salarié de la société privée, a effectivement une prime au rendement, c'est tout à fait avéré, ce sont eux effectivement qui le disent. Je crois qu'à partir de 200 véhicules par mois, il a une prime, je crois, de 8 € par véhicule en plus enlevé. Exactement. Et quand il arrive à dépasser le chiffre assez astronomique de 400 par mois, sa prime augmente encore. Donc de ce point de vue-là, il peut éventuellement, doubler le montant de son salaire. Donc de ce point de vue privé à lui, je comprends tout à fait, c'est normal, tout le monde veut plus ou moins gagner plus d'argent. Mais il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là, et cette prime au rendement qu'on retrouve également pour les ASP en matière de verbalisation, on la retrouve également pour ces sociétés privées, pour les salariés de sociétés privées, ça devient un petit peu gênant. Et donc c'est pas ça qui va régler le problème du stationnement, c'est pas une vision globale et politique du stationnement et de la circulation dans Paris, puisque ça a été rappelé, il y a effectivement un véhicule sur 5 qui tourne dans la capitale pour trouver une place. Il n'y a pas de stationnement souterrain
qui vont être construits, même si une annonce a été faite récemment, je crois, par la ville de Paris pour construire, je crois, 2 nouveaux parkings, mais on manque effectivement en surface et en sous-sol 2 places de stationnement. Donc si on a des primo-rendements, il y a 2 intérêts contradictoires. C'est l'intérêt de l'automobiliste à trouver une place correcte pour se stationner sans être verbalisé. Qui a envie d'être verbalisé? Personne ne le fait réellement pour le plaisir, à part quelques personnes dans un civique qui n'en ont rien à faire peut-être. Mais généralement, ça n'est pas le cas. Et on a l'intérêt de la société privée ou plutôt peut-être même celle de son salarié, qui a intérêt, lui, à augmenter son salaire. Laurence Douvin, la préfecture de police vous a quand même répondu de manière circonstanciée sur oui, tout à fait. le vœu que vous avez exprimé. Elle opérerait avec discernement pour un certain nombre de professions, notamment les professions médicales, celles qui ont un caducé, les personnes à mobilité réduite, etc. Et pour les autres, il paraît que les instructions sont données notamment aux ASP, aux agents de stationnement de la ville de Paris, de procéder là aussi avec discernement, c'est-à-dire de privilégier les enlèvements de véhicules qui sont véritablement dangereux, qui compromettent la visibilité notamment, puisque c'est le cas le plus souvent retenu pour ce type d'infraction. Il y a en ce moment un audit qui est fait par la préfecture de police sur les sociétés d'enlèvement, de manière à faire en sorte qu'elles soient véritablement, elles aient un secteur d'intervention, que donc elles ne se concentrent pas, comme je le disais tout à l'heure, près des fourrières, mais qu'elles couvrent un secteur plus important. Il est quand même invraisemblable de voir que des voitures sont enlevées la nuit sur des espaces de livraison qui ne sont pas autorisées, alors que jusqu'à maintenant, avec l'ancien système, elles ne gênaient absolument personne. Donc ça n'est pas normal. C'est presque un détournement de procédure, je trouve. Il faut là aussi faire preuve d'un certain nombre de priorités pour permettre aux gens de stationner, puisqu'on le sait très bien, il n'y a pas assez, nous sommes en situation de pénurie dans Paris. Alors justement, la réorganisation de l'organisation du système de fourrière, c'est un argument donc avancé par la préfecture de police pour dire que d'une certaine manière, elle a quand même pris conscience de cette de cette prime au rendement, pour reprendre votre expression. Est-ce que c'est de nature, est-ce que c'est suffisamment, est-ce que ça vous paraît bien rationnel et bien organisé pour justement permettre une rotation, je dirais, homogène dans les différents quartiers? La situation dans les différents quartiers n'est quand même pas la même. Il y a vraiment des quartiers qui sont beaucoup plus en situation de manque que d'autres. Mais globalement, sur Paris, la situation est mauvaise puisqu'on a un taux de vide des places. Il y a, je crois, 2% de places qui sont libres à un moment donné, ce qui est extrêmement peu. Donc, bien entendu, la situation est difficile. Alors, est-ce que ce discernement, ces instructions données aux agents de la police judiciaire et aux ASP suffit? Je voudrais le croire. Malheureusement, je n'en suis pas sûre. Et je partage avec Monsieur Le Sage l'idée que le problème est la pénurie du stationnement dans Paris. Alors, Maître Le Sage, quels sont les types de contentieux que vous pouvez rencontrer, vous, les confrères qui traitent de ces sujets-là, sur les cas de mise en fourrière? J'ai très peu de cas de contentieux à gérer concernant les mises en fourrière, car peu de gens savent comment cela fonctionne réellement. On disait tout à l'heure qu'il y avait 800 000 appels par an, en tout cas en 2010, de demandes d'enlèvement et de mise en fourrière. Et 250 000, effectivement, mises en fourrière pratiquées. Ça veut dire que les gens arrivent sur les lieux avant que l'enlèvement soit pratiqué dans les 2/3 des situations. Alors là, jusqu'où on a le droit de dire stop, rendez-moi mon véhicule? Alors déjà, avant d'aller au contentieux, on peut dire stop, très pratique. Effectivement, très pratique. S'agissant, c'est écrit dans le code de la route, le commencement d'exécution de la mise en fourrière se situe au moment où il y a 2 roues qui ne sont plus au sol. Voilà, tout simplement. Quand c'est un scooter, on peut transposer sur le scooter, c'est 1 roue. Bon, tant que si le véhicule arrive, vous avez encore 2 roues qui touchent le sol, vous pouvez réclamer que votre véhicule reste entre vos mains. Le véhicule d'enlèvement repart. Par contre, il faut payer les frais préalables à l'enlèvement. C'est quand le véhicule d'enlèvement arrive. Il faut payer aussi la contravention, évidemment, puisqu'il y a d'abord une contravention qui a été réglée. Et vous pouvez repartir avec votre véhicule. Soit vous payez tout de suite les frais préalables d'enlèvement, soit vous vous engagez par écrit à les régler ultérieurement si vous n'avez pas l'argent sur vous. Et ça, c'est combien sur les 126 €? Non, ça c'est 15 €. C'est 15 €. 15 €. Les frais d'enlèvement et le stationnement gênant, c'est 35 €. Les frais d'enlèvement s'élèvent dans les villes de plus de 400 000 habitants, nous sommes concernés, donc à 126 € effectivement. Si votre véhicule part en fourrière et que vous allez le chercher le 2e jour, par exemple, vous devez payer les frais préalables, 15 €, les frais d'enlèvement, 126 €, plus les frais de garde à la fourrière, c'est 10 € par jour. Et si au bout du 3e jour, si le 3e jour, plus l'amende évidemment, si le 3e jour vous n'êtes pas allé chercher votre véhicule, ensuite il peut être classé en 3 catégories différentes.
soit il est impeccable et vous pouvez circuler avec quand vous irez le rechercher, soit il doit, pour circuler à nouveau, et ça il faut un avis d'expert, faire l'objet de réparation ou satisfaire aux obligations d'un contrôle technique favorable, soit on estime qu'il est plus en état de rouler. D'accord, parce qu'il y a des immobilisations, en fait, il y a des enlèvements qui sont des immobilisations de véhicules jugés dangereux, en fait. Il n'y en a pas beaucoup, j'imagine. Mais... Les véhicules ne peuvent pas être restitués à leur propriétaire si un avis d'expert dit que le véhicule n'est plus en état de circuler normalement sans réparation. Alors, Laurence Douvin, quelque chose que j'aimerais comprendre avec vous sur ce plateau, on a vu quand même que ça coûtait assez cher aux contrevenants, et néanmoins, quand on écoute et la préfecture et les sociétés privées d'enlèvement, elles disent toutes qu'elles ne gagnent pas d'argent. La préfecture dit ça nous coûte et les sociétés disent oui c'est très compliqué, le personnel qualifié, ça coûte très cher, etc. Bref, personne ne gagne d'argent avec les mises en fourrière. Je peux dire qu'en tout cas la préfecture n'en gagne pas. C'est à peu près 45 millions de recettes pour 45 millions de dépenses. Bon, les sociétés privées en gagnent obligatoirement. Bon, mais je veux dire qu'on a quand même un contraste entre deux chiffres, le nombre des enlèvements qui monte. On était en 2001 à 200 000, on est aujourd'hui à 250 000. Le nouvel objectif c'est 280 000. Bon, et par contre, on a le nombre de places de stationnement de surface qui diminue. Alors, il y a quand même là-dedans il y a une contradiction évidente. On était à 180 000 en 2001, pardon, on est à 150 000 aujourd'hui. Donc, ça ne va pas. C'est-à-dire que vous estimez que de toute façon, les automobilistes n'ont pas le moyen de se garer correctement. Mais non, ils ne l'ont pas, c'est tout à fait évident. Mais est-ce que c'est pas une incitation justement à avoir moins de voitures dans Paris? On sait bien que ça fait partie de la politique de la ville de Paris, qu'un certain nombre de personnes trouvent ça tout à bien fait. Pour tout à fait, mais écoutez, il faut voir d'où viennent les voitures qui stationnent dans Paris. Il y a deux cas. Les voitures qui viennent de banlieue parce qu'elles n'ont pas d'autres systèmes, auquel cas pour répondre à leurs besoins, je pense et j'estime que ce sera les infrastructures du Grand Paris. C'est bien le titre de cette émission et je crois que ce sera la réponse. Et en ce qui concerne les voitures des Parisiens, quand ce sont des riverains, pour moi, véritablement, si on a une vision un peu de prospective dans Paris, c'est se dire, eh bien, on enlève les voitures des rues, on fait des parkings de quartier à des prix abordables, et à ce moment-là, on libère l'espace urbain, et on en fait un espace pour la promenade, ou pour le stationnement de véhicules qui viennent ponctuellement, ou pour les de nouvelles voies cyclables. On en fait véritablement autre chose qu'un, j'allais dire, cimetière à voiture. C'est quand même tout à fait dommage d'avoir une telle pollution visuelle. On peut faire autrement avec une autre vision. Maître Lesage, quand Laurence Douvin dit que l'objectif 2011 serait de 280 000 mises en fourrière, est-ce que c'est pas choquant qu'il y ait une sorte d'objectif en quelque sorte indépendant des conditions du stationnement lui-même? Est-ce que ça vous paraît logique? Je ne comprends pas ce genre d'objectif. Pourquoi l'objectif serait pas de diminuer le temps passé par un automobiliste qui cherche simplement à se stationner? Il n'y a pas simplement de statistiques à ce niveau-là. On sait qu'il y a un véhicule sur 5 qui tourne dans Paris pour se stationner. Combien de temps il met en moyenne pour trouver véritablement une place? Et une place correcte, j'entends, pas à 20 minutes à pied de l'endroit où il souhaite se rendre. Est-ce que, Mathieu Lesage, il n'y a pas, alors là, je me fais l'avocat du diable, il n'y a pas quand même un souci d'automobiliste de ne pas aller dans les parkings à disposition? Est-ce qu'il n'y a pas un refus d'aller sous terre qui explique aussi ces difficultés? Est-ce qu'on est vraiment sûr que tous les parkings sont pleins toutes les heures? Ils sont souvent complets. Oui. Moi, pour chercher des places, ils sont assez souvent complets, pas tout le temps, effectivement, il y a de la place. Il y a aussi un autre problème sur les parkings souterrains, c'est très bien, il y a un certain nombre de places. Je pense que le nombre de places n'est pas suffisant. On parle en plus des automobilistes, mais on peut parler aussi des deux roues. Beaucoup de deux roues considèrent, et les associations représentatives des motards disent que les parkings souterrains ne sont pas adaptés parce que les terrains en pente sont glissants, qu'il n'y a pas des mesures de sécurité suffisantes, notamment contre le vol, ce genre de choses. Et puis, par ailleurs, ce qui est gênant, c'est aussi de payer à l'heure, c'est-à-dire que vous commencez une heure de stationnement, d'une minute ou deux, vous payez l'heure entière. Ça, par exemple, ça pourrait changer. On ne pourrait pas le payer au quart d'heure, par exemple, pour affiner un petit peu, pour que ce soit aussi un peu moins cher? Des incitations pour aller moins en fourrière. Laurence Douvin, ça fait partie. Parce que j'ai demandé le paiement au quart d'heure. Le paiement au quart d'heure. Oui. C'est compliqué. J'avais même été encore plus loin parce que j'avais demandé le paiement au temps réel. Je trouve absolument choquant qu'on fasse payer une voiture alors qu'elle n'occupe plus la place dans un parking souterrain. Merci Laurence Douvin. Donc nous rappelons que nous avons fait ce débat sur les fourrières parce que vous avez présenté un vœu au Conseil de Paris il y a tout juste une semaine pour faire en sorte que les enlèvements fourrières soient moins expéditifs. Eh bien, nous verrons sur ce plateau si vous avez été entendu ou si ce sera, comme je l'ai dit, un vœu pieux, avis au témoignage aux automobilistes. Et bien sûr, nous remercions également Maître Lesage de son témoignage. Nous marquons une deuxième pause et dans quelques minutes, nous nous retrouvons pour parler des
forêt en Île-de-France.